Si je devais résumer ce biopic en quelques mots, je dirais qu'à vouloir tout faire pour plaire à beaucoup, finalement on fait plaisir à peu de monde et on sort de là avec un mélange de douceur et d'amertume qui reste dans la gorge. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines Et ça faisait des mois que je n'avais pas mis les pieds dans une vraie salle de cinéma, une bonne dizaine d'années à tout casser. Et oui. D'ailleurs, petite anecdote, avant Michael, le dernier film que j'ai pu voir dans une grande salle de cinéma était Transformers, premier du nom. J'ai eu ce qu'on appelle un grand creux, voire un trou béant cinématographique sur une large période de ma vie. Entre le travail, les finances, la flemme, ma passion s'est étiolée. Et je vous avoue qu'aucun, j'ai bien dit, aucun film ne me donnait réellement envie de me déplacer en salle. Mais j'ai eu quand même 2 regrets. Le premier, c'était Top Gun Maverick, que j'ai vu après. Pas un chef-d'œuvre, mais très efficace. Un peu comme pour Michael, j'imagine que ce film était calibré pour une ambiance sonore unique dans une salle IMAX. Donc, occasion manquée. Et le deuxième, en tant qu'antillais, c'était Zion, que j'ai vu tardivement et que, ma foi, j'ai bien aimé. Je vous le conseille, n'hésitez pas. Bref, j'avoue que je suis un peu ému, car c'est ma première critique vidéo sur YouTube. C'est les émotions, en fait. Alors, bien qu'ayant un peu d'appréhension à publier une critique objective et constructive sur l'un de mes artistes préférés au monde, je parle bien évidemment du roi de la pop, Michael Jackson himself, j'ai eu l'envie de m'aventurer dans cette jungle à la fois luxuriante et inquiétante que constitue la psyché de celui que l'on considère comme étant l'un des plus grands performeurs au monde, si ce n'est le meilleur, et on ne va pas se mentir, on n'en ressort pas totalement indemne. Durant son règne, il a eu un impact extraordinaire dans la culture et la contre-culture. Il possède un héritage musical mirobolant, il a été un modèle d'inspiration pour beaucoup d'artistes, comme Bruno Mars, Usher, Justin Timberlake, The Weeknd, mais il était célèbre aussi par ses controverses, ses affaires judiciaires, ses addictions et ses angoisses permanentes qui l'ont miné jusqu'à sa disparition tragique en 2009 à l'âge de 50 ans. Malgré tout, même en 2026, Michael reste un objet de fascination, voire de vénération pour certains, et pour d'autres, un monstre qui cachait une facette sombre faite de bizarreries, de déviance, jusqu'à avoir été accusé d'être un pédocriminel. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, et cela sera respecté. Mais en ce qui me concerne, il a toujours été innocent, et il le restera jusqu'à preuve du contraire, vu qu'il a été acquitté de toutes les poursuites contre lui, et encore plus depuis qu'on sait qu'il était étroitement surveillé par le FBI à des proportions épiques durant une vingtaine d'années. L'entrée en matière étant un peu dense, on va pouvoir commencer la critique avec en premier lieu une partie contexte sur la présentation du film, puis une partie sans spoil où je donne un avis succinct, une partie avec spoiler où j'entrerai dans les détails sur des points positifs et négatifs, pour finir par une conclusion. C'est logique. Où on fait le bilan calmement en parlant vite fait de la suite à venir vu ce que le film va rapporter financièrement. Allez, on peut commencer par le contexte. Michael est un film américain qui est réalisé par Antoine Fuqua, un réalisateur qui souffle le chaud et le froid avec de bons films comme Training Day ou la trilogie Equalizer avec Denzel Washington, mais capable de faire des films vraiment moins bons comme Les 7 mercenaires dont je n'ai pas un bon souvenir ou La chute de la Maison Blanche. Pas besoin d'en dire plus. On a au scénario John Logan, scénariste entre autres de Gladiator, Aviator, Skyfall, ce qui montre qu'il a beaucoup d'expérience et de succès dans sa besace. À la production, on a Graham King, fer de lance de films à succès comme le fameux Bohemian Rhapsody, que je n'aime pas du tout, même en l'ayant revu, mais qui a produit de bons films comme Les Infiltrés de Scorsese ou Ali de Michael Mann. Après avoir acquis les droits en 2019 pour la réalisation d'un film sur la vie du King of Pop, il engage la paire Fuqua-Logan et à partir de là, va s'organiser le casting pour jouer Michael, les membres de sa famille et d'autres personnages qui ont compté dans sa vie. Le neveu de Michael et fils de Jermaine, Jafar, dont c'est son premier rôle cinématographique, va incarner son oncle à l'âge adulte et le jeune Juliano Uvaldi va l'incarner enfant. Le tyrannique Joe Jackson va être interprété par Coleman Domingo. Nia Long
jouera le rôle de Catherine, sa mère, Jessica Sula dans le rôle de Latoya, Jamal Anderson dans le rôle de Jermaine et d'autres acteurs peu connus pour jouer les autres frères Jackson à des âges différents. On peut ajouter Miles Teller dans le rôle de l'avocat John Branca, qui au passage fait partie des producteurs du film, de par son rôle aussi dans l'estate, qui s'occupe de la pérennisation de l'héritage de MJ. On a aussi Mike Myers dans le rôle de Walter Yetnikoff ou Kendrick Sampson dans le rôle de Quincy Jones, etc. Le tournage a été très particulier et a suscité plusieurs controverses que je ne citerai pas en entier, mais on pourra noter. Un tournage de 80 jours qui devait débuter en 2023, qui a finalement commencé en 2024 à cause de la grève des syndicats d'acteurs d'Hollywood et l'Alliance des producteurs de films et de télévision. Ce dit tournage a eu lieu en grande partie à Santa Barbara, mais avec quelques scènes tournées à Gary, dans l'Indiana, dans la propriété des Jackson pour plus d'authenticité. On pourra même y rajouter 22 jours supplémentaires pour rectifier certains passages liés aux affaires de MJ, en particulier celle sur Jordan Chandler, où juridiquement, il y avait une clause qui interdisait d'en faire mention sur quelque support que ce soit, ce qui a contraint à repousser sa sortie. En parlant de sa production, c'était tout aussi bordélique avec des dates sans cesse repoussées. D'octobre 2025, il était passé finalement en avril 2026, le 24 aux États-Unis et le 22 chez nous en France. Ceci dû aux multiples reshoots et autres montages refaits pour arriver à une durée de 2h07 alors qu'il faisait plus de 4 heures à la base. Paraît-il que Fuqua était arrivé à un point de rupture justement à cause de ses fréquents ajustements. Ce choix de durée de film peut porter à réflexion, mais ça se comprend dans l'optique d'une suite qui a depuis été confirmée à demi-mot. Une part importante du film est bien sûr la musique, tirée de son œuvre autant chez les Jackson 5, les Jackson, que dans ses albums solo, Off the Wall, Thriller et Bad. La partition a été réalisée par Lior Rosner, qui s'est distingué pour des compositions pour Valkyrie avec Tom Cruise ou pour X-Men Day of Future Past. C'était le petit bonus, faites-en ce que vous voulez. Mais vous me remercierez plus tard et ça, je vous le garantis sur facture. Vous êtes des bons si vous avez la ref. Pour finir, on a droit aussi à une bande originale du film avec 13 titres qui sent un peu la douille vu qu'il n'y a guère que 2 morceaux version live, Ben et un medley des Jackson 5, le reste étant des hits de différentes périodes qui se concluent par Bad. Après la mise en bouche et l'entrée, il est temps de passer au plat de résistance avec la critique en commençant par une partie sans spoil. De quoi parle ce biopic? Des Jackson jusqu'au Bad Tour. Ben quoi, j'ai fait des ellipses. Un mot dont je parlerai dans la partie spoil. Sérieusement, l'histoire se concentre sur la première partie de la vie de Michael, de ses débuts avec ses frères jusqu'à son apogée avec l'album Thriller et s'achève avec la tournée du Bad Tour. Succinctement, on va dire que c'est ça. Mais on se rend vite compte qu'au visionnage que le principal attrait de ce film n'est pas forcément la musique, ou même le processus créatif, bien qu'il soit un peu intégré. On veut surtout nous raconter une histoire d'émancipation de la part de Michael par rapport à son père, qui instaure un règne de terreur dans sa famille et dans son couple. On y voit par bribes son comportement abusif, son côté manipulateur, qui ne voit que son intérêt et qui pense que le succès de ses enfants n'est qu'à son éducation à la dure. Et c'est un euphémisme quand j'emploie cette expression. Mais petit à petit, on voit la dynamique s'inverser. Michael, qui était brimé et bridé, dont on ressentait la peur à chaque interaction avec son père, va d'abord subtilement commencer à se détacher des prérogatives de Joe pour finalement tuer le père en refusant de partir pour une tournée internationale avec ses frères, le fameux Victory Tour, qui se contournera au continent américain. Et en point d'orgue, le symbole de sa libération avec sa prestation à Wembley pour le Bad Tour. Pour que la sauce puisse prendre, il faut aussi de bons personnages secondaires pour relever le tout. Qu'en est-il alors? Eh ben, je les trouve assez secondaires justement. Il n'y en a pas énormément qui sortent du lot selon moi. On peut citer Catherine, la mère de Michael, Bill Bray, son garde du corps, dont on développe assez bien la relation qu'il entretient avec Michael, et bien sûr Branca qui aura une importance majeure dans sa vie plus tard. Après, quid de certaines absences telles Janet Jackson ou de maigres apparitions comme Diana Ross ou Quincy Jones. On parle bien ici juste de la période Jackson 5 jusqu'à Bad, où Quincy avait quand même un rôle important. Après, on sait qu'il y a eu de grosses divergences et des rancœurs qui ont continué, même après la mort de Michael.
Était-ce un pied de nez volontaire? On ne le saura jamais. Visuellement, j'ai vu beaucoup plus beau, mais aussi beaucoup plus moche que ça. La photographie est vraiment pas mal, en particulier sur le concert, avec la petite touche CGI en plus. Mais quelquefois, sur d'autres plans du film, on a l'impression que le grain de l'image ressemble à un téléfilm du dimanche après-midi sur TF1. Musicalement, rien à redire. L'ayant vu en IMAX, c'était du bonbon pour les oreilles. Bien entendu, les musiques sont géniales, c'est du Michael. On est pris dans l'ambiance et on se surprend à battre la mesure ou taper du pied. Par contre, la salle où j'étais était assez calme. Pas trop d'émulation. Bon, il faut tout pour faire un monde. En bref, malgré des défauts, j'ai quand même passé un bon moment en général. Bien, c'est le moment d'entrer dans la spoiler zone. Accrochez-vous, car il y a des choses à dire. Maintenant, on va enlever les gants et on va cogner. Par où commencer? D'abord, les points positifs de ce biopic. La performance de Jafar Jackson. Il est impressionnant. Son choix, un peu décrit au début, est finalement une réussite complète. La voix en VO excellente, la danse, la présence, cette vulnérabilité du chanteur qu'il arrive à retranscrire. Ça se voit qu'il s'est préparé comme un dingue pour l'incarner au mieux. Et sur certains plans du film, on a même le sentiment de voir le vrai Michael devant nous. C'est bluffant. C'est dire l'obsession du détail qu'il essaie de nous retranscrire, un peu comme Michael lui-même qui était considéré comme un perfectionniste patenté. Son côté philanthrope aussi est bien retranscrit. Les dons pour les associations, les visites à l'hôpital pour les enfants malades, son amour des animaux avec le lama et le singe Bubbles. Même son syndrome de Peter Pan est suffisamment amené dans le film sans en faire des caisses. Donc franchement, Jafar, respect. Un excellent point positif de ce biopic. Après de là à parler d'Oscar, il y a quand même un monde. Après, Michael B. Jordan a bien gagné pour Sinners, donc pourquoi pas? Ce serait cynique, sachant que l'un des rêves de MJ, c'était de se faire une place dans le 7e art, ce qu'il n'a jamais réellement réussi à faire de son vivant, et que par son neveu, il puisse par procuration avoir ne serait-ce qu'une nomination pour le meilleur acteur. En parlant de nomination, ce ne serait pas un crime d'inclure Colman Domingo, qui joue très bien le rôle de Joe Jackson, un père tyrannique qui a tous les traits de l'enfoiré de première. Il n'hésite pas à donner de sa personne pour montrer son sadisme envers ses enfants, en particulier lors des corrections qu'il inflige à Michael. Une d'entre elles est explicite, sans phare. Sur le coup, ça m'a un peu surpris qu'il l'ait tournée, mais ça fait partie de l'histoire de Michael, et l'éluder serait problématique. Une autre est suggérée quand Joe ferme la porte avec la ceinture dans les mains. Bien que le film n'ait pas insisté de manière ostentatoire sur le fait que Joe aimait se moquer de lui en l'appelant gros nez, on a suffisamment de billes pour montrer à quel point c'est une ordure. L'autre facette qui est aussi visible de sa part, c'est son côté fort avec les faibles et faible avec les forts. Et c'est prégnant pour moi dans deux situations. L'une avec Don King, où son assurance diminue vite quand Don lui met juste un petit coup de pression par rapport à ses rêves de grosses tournées, et une autre qui symbolise encore plus la fin de son emprise, lorsque Catherine lui dit avec un calme quasi olympien qu'il ne touchera plus jamais personne et que son fils lui a en quelque sorte échappé. C'est une transition toute trouvée pour parler de Catherine, interprétée par Nia Long. Je suis assez mitigé, car l'impression que ça me laisse, après je peux me tromper, c'est que pendant 2/3 du film, elle semble impuissante, voire passive. Elle ne réagit guère pendant les punitions et va voir Michael juste après. D'un autre côté, elle profite invariablement du succès de son fils qui, lui, est en admiration devant elle. Je ne l'accable pas, sachant ce qu'elle a vécu dans la vie réelle, mais au visionnage, c'est mon ressenti. Après, il ne faut pas perdre de vue que c'est un biopic où la vision de la famille a une forte influence sur le déroulé du film. Car d'un coup, sur le dernier tiers, elle se réveille et remet à sa place de façon méritée Joe quand il apprend qu'il est viré de son poste de manager. Autant le film a bien emmené l'émancipation progressive de Michael, autant pour elle, on dirait que ça sort du chapeau. Et dans l'ensemble, c'est quand même un bon personnage secondaire. Tout comme le personnage de Bill Bray, le garde du corps de Michael, interprété par Kaylin Durrell-Jones. Le développement de sa relation avec Michael est bien retranscrite et ce mélange de respect et d'amitié est selon moi l'un des bons points positifs aussi de ce biopic. Je l'avais dit dans la partie sans spoil, l'ambiance musicale, certains effets visuels, la photographie, rien n'a été laissé au hasard et on s'en sort avec un bon rendu, sans être extraordinaire non plus. À présent, il est temps de passer à ce qui ne m'a pas plu ou qui aurait dû être mieux dans ce biopic.
Et on va commencer par les ellipses. Bon, il est clair qu'en 2 heures de film, il faut compresser, cutter, quelquefois rajouter. Mais là, employer la technique du flashback ou de l'ellipse de manière aussi grossière, ça pique un peu. Un exemple pour moi, c'est la cérémonie des Grammy Awards qui passe le temps de flashback, alors que durant tout le film, il nous montre sa détermination folle à faire en sorte que Thriller puisse devenir le plus grand album de tous les temps. Il fallait selon moi presque le mettre comme un point d'orgue de sa créativité artistique. En parlant de ça, voir le processus de création de certaines chansons est intéressant, mais pas assez exploité à mon goût. C'est comme si tu es devant une table bien préparée avec de beaux ustensiles de cuisine, et là tu lèves le couvert de la marmite, la vapeur s'échappe, et quand tu regardes au fond, tu te retrouves avec une merguez cramée, et il y a une dizaine de personnes dont les visages en disent long sur le dégoût et la déception. C'est un peu le leitmotiv de ce film. On te donne un peu, mais jamais assez pour être légitime. Il y a une frustration qui en découle, comme lors des scènes de tournage de clips, surtout celles de Thriller, on n'en a pas suffisamment, je trouve. En parlant d'avènement du King of Pop, et dans la continuité de l'effet ellipse, je constate la source de certains personnages qui ont eu de l'importance dans sa vie et dans son évolution artistique. Quincy Jones, en voilà un bon exemple. Il n'est pas inexistant, mais il est peu présent, juste le temps de quelques plans. Sachant le rôle prépondérant qu'il a eu dans sa carrière, c'est assez creux. Quid de Diana Ross, l'une des muses de Michael? À part présenter les Jackson 5 lors de spectacle, elle est inexistante. Latoya, une brise. Janet, absente. Au passage, Paris s'était désolidarisée car elle considérait que ce film était édulcoré et mensonger vis-à-vis de son père. Après, elle marque un point, car il est vrai que ce film est assez lisse. Par choix des producteurs, oui. Et aussi par rapport au regard qu'a posé la famille sur ce film, certainement. En parlant de famille, on peut aussi constater l'absence des frères Jackson. Comble de l'ironie quand le nom du groupe c'est les Jackson 5. Bon, je suis mauvaise langue, mais il n'y a quasiment aucun développement correct entre eux. Une scène du film m'a d'ailleurs un peu dérangé. Lorsque Michael leur propose de jouer au Twister, les frères trouvent tous une raison d'esquiver, en le regardant presque comme un phénomène aérospatial non identifié. C'est d'autant plus irrespectueux sachant que leur train de vie était en quelque sorte financé par le travail que Michael Jackson accomplissait. Le père lui-même en était conscient, et même si certains ont pu faire des projets solos, en particulier Jermaine, il n'avait pas la même aura que dégageait Michael, ce qui a pu engendrer de la jalousie, voire des rivalités, mais qui n'est pas développé dans le film. Je vais rajouter un dernier point, les animaux en CGI. C'est pas mal, on va dire, mais le CGI, ça me gonfle un peu. Notre regard sur les animaux a changé. Nous ne sommes plus dans les excès, voire les extrêmes du temps des cannibales holocaustes où on tuait des animaux en direct. Pauvre tortue, je ne dirai pas plus. Un film comme ça n'aurait pas eu droit au chapitre en 2026. On est dans l'ère de la bientraitance animale. Dans certains cas, on est même dans l'extrême. Ramener une vraie girafe, faut pas déconner non plus. Mais prendre un vrai singe, ça aurait pu être possible. Mais bon, on va dire que ça fait le café. Rien à dire de plus. Bien, il est temps de passer au dessert. Il est temps de conclure. Alors, quel bilan peut-on tirer de ce biopic? C'est vraiment mitigé. Tout dépend de notre degré d'amour envers ce chanteur. Si on est un ultra fan, il y aura beaucoup de déceptions car il y aura des faits qui n'ont pas été abordés. Si on est un néophyte, on va apprécier la musique, voire peut-être même le film. Je ne suis pas le plus fin des connaisseurs de MJ, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. Même dans son dernier album Invincible, il y a des morceaux que j'aime bien écouter. C'est un musicien complexe avec ses bons côtés et ses côtés un peu plus controversés, mais qui s'est installé au panthéon de la musique. Il a atteint un statut d'icône incontournable et c'est largement mérité. Et il continue et continuera à déchaîner les passions, comme les danses pendant et après les séances cinéma qu'il y a eu dans différents pays dans le monde. Si je devais donner une note, je dirais 3 sur 5, ce qui est une bonne note pour moi. En ce qui me concerne, il explose Bohemian Rhapsody dans tous les sens du terme. Vu les excellents chiffres au box-office, rien que pour sa première semaine d'exploitation à plus de 217 millions, il faudra s'attendre à une suite. Oui, ça a été annoncé qu'une suite était en préparation. Il y aura donc certainement une utilisation des rushs qui ont été coupés du premier film sans aucun doute. Et là, on risquerait d'entrer dans quelque chose de plus électrique et plus borderline.
On n'est rien à faire des notes de la presse qui a descendu ce film jusqu'à ce qu'il n'y avait pas de sang à lécher sur la plaie. Le public ne s'y est pas trompé et est allé le voir en masse. Et c'est très bien. Pour ma part, je n'irai pas le voir une deuxième fois au cinéma. J'attendrai une sortie en Blu-ray ou DVD, voire en streaming. Mais je n'ai pas passé un mauvais moment et c'était très appréciable. Voilà ce que je peux vous dire de Michael. Je vous conseille de le voir, rien que pour le délice des oreilles en IMAX. Vous ne le regretterez pas. Ce film m'a appris une grande leçon. C'est que plus le temps y passe, plus le futur est plus moins loin de quand il était prêt. Je vous laisse méditer là-dessus. Une autre, tu nous manques déjà. Sur ce, c'était STK. C'était un plaisir de partager avec vous cette critique. Ce n'est que le début de cette aventure et j'ai hâte de continuer à vous partager du contenu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important. Je lis tout et je réponds. Mon but c'est de m'améliorer et je prends toutes les critiques positives et les critiques négatives constructives. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et Makadizot, à plus tard.